Bonjour à vous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis avec Maël qui a accepté de nous accueillir chez lui et il va nous parler de sa maison. Là, on est sur un projet de rénovation d'une ancienne ferme. On est dans la Drôme. Merci de me recevoir. Je t'en prie, ça fait toujours plaisir de te voir. Donc en fait, pour la petite histoire, je connais Maël parce qu'il a été l'un de mes formateurs quand j'ai fait la formation sur le développement durable et qualité environnementale. Et Maël est charpentier et il travaille dans une entreprise qui fait de la construction paille. Batinature. Voilà, et on s'est recroisés au salon Passibat. Exactement. Il n'y a pas longtemps. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ce projet de rénovation? Quelle a été ta stratégie au moment de faire les grands choix sur la rénovation? D'abord, il faut bien diagnostiquer le bâtiment. Donc avant d'avoir une stratégie, il faut bien se rendre compte d'où vient le bâtiment, ce qu'il est, c'est quoi ses qualités, c'est quoi ses défauts, et de travailler dessus ce que ça va apporter ou ce que ça va enlever. Ensuite, on est dans la Drôme, tu l'as bien dit, donc on a quand même une grosse problématique confort d'été. Donc forcément, un des fils conducteurs, ça a été le confort d'été, et donc tous ses pendants en termes de déphasage, en termes d'inertie, en termes de surventilation nocturne, etc. D'exposition, de confort bioclimatique. Ensuite, ça a été le temps, le planning. Un des gros fils directeurs de ce projet, c'est le planning, parce que j'avais peu de temps, je suis chef d'entreprise, j'ai pas mal de responsabilités, j'ai des enfants en bas âge, à l'époque de la rénovation. Et donc il faut finir ce projet assez rapidement, sans perdre les enfants, sans perdre la famille. Ouais. Et donc voilà, faut aller vite. Donc il y avait une vraie volonté d'aller vite. Et puis l'écologie, parce que je travaille dans une entreprise qui s'appelle Batinature, donc si je commence à renier le côté écologique de la rénovation, ce qui me tient à cœur, je vais avoir du mal à être crédible auprès de tous mes amis, clients, collègues. Donc forcément, les bons choix techniques, l'écologie et de la vitesse. Donc là, tu m'as expliqué que le chantier s'est fait en à peu près 1 an, c'est ça? Ouais, c'est ça. Il y a 1 an entre l'obtention du permis de construire et puis l'aménagement. Et en sachant que tu as quand même bien mis la main à la pâte, tu as eu des artisans, mais tu les as bien assistés, quoi. Je suis charpentier, donc c'est quand même mon métier sur une bonne partie du projet. Ici, oui. On a refait toute la charpente, tous les solivages. Donc bon, c'est quand même un peu mon métier. J'ai bénéficié aussi de la force de frappe de Batinature, parce que c'est quand même le fait d'avoir une entreprise qui n'est pas à ma disposition, mais qui est largement motivée pour donner un coup de main à tous ses coopérants, et moi y compris. Et puis j'ai bénéficié de mon réseau, forcément. Moi je suis professionnel depuis une vingtaine d'années dans la construction écologique, donc quand il a fallu faire mon projet, j'ai assez facilement trouvé les artisans compétents, qui partageaient ma vision et qui étaient volontaires pour venir sur mon projet. Ok. J'ai bénéficié aussi d'un joker, c'est le Covid. Le projet, on l'a fait en 2019, en plein Covid, et tout le monde était confiné, et moi je bossais tous les jours ici, avec les artisans, parce que mon chantier ne s'est jamais arrêté. Ok. Avec la distanciation sociale, forcément, c'est un grand chantier. Bien sûr. Un charpentier sur le toit, le terrassier dans la cour. Ça le permettait sans souci. Ouais. Ça marchait bien. Ok. Et eux, ils avaient du temps, donc c'est aussi grâce à tout ça, pas mal de chance en fait. Ok. Donc là, tu m'expliquais qu'au niveau des murs, tu as choisi une formule un peu pas très courante, c'est de ne pas mettre un vrai isolant, mais de mettre un correcteur thermique. Donc là, tu es en enduit chaud-chambre. Pourquoi avoir fait ce choix? Alors, pour faire ce choix, le diagnostic d'abord, j'ai un mur en pierre à l'origine qui date, alors sur le cadastre napoléonien, on retrouve le bâtiment, donc ça veut dire qu'il date d'avant 1800 déjà. Ok. Et puis, il faut respecter les vieilles dames. Ouais. Donc s'il a tenu jusqu'ici, le mieux, ce serait quand même de faire en sorte qu'il dure au moins aussi longtemps. Du coup, il faut prendre en compte ces vieux matériaux, et notamment les remontées capillaires qui vont avec, les phénomènes de condensation. J'avais quand même une volonté d'avoir du confort d'été. Qui dit confort d'été dit essayer d'avoir de l'inertie dans le bâtiment. Donc techniquement, avoir de l'inertie, ça voulait dire isoler par l'extérieur, conserver l'inertie au maximum. Mais
vu que j'ai des planchers bois, vu que je n'ai pas à refaire forcément l'extérieur alors que l'intérieur est entièrement à refaire, économiquement parlant, c'est plus intéressant de travailler à l'intérieur et de mettre tous ses efforts à l'intérieur. Que ce soit pour la finition, mais pour l'isolation aussi. Mais faire de l'isolation à l'intérieur, c'était se couper de cette possibilité d'inertie. Oui. Donc il fallait un isolant lourd qui garde l'inertie. Et donc le béton de chanvre me semblait assez logique. Le terre-paille aurait été très bien aussi. La difficulté était le temps disponible, alors que le béton de chanvre était mécanisable. Donc on pouvait gagner du temps là-dessus. Le béton de chanvre, il me permettait d'avoir un support d'enduit, et donc de ramener de l'enduit à l'intérieur du bâtiment, ce qui m'apportait aussi une gestion de l'hygroscopie, une effusivité, donc du confort de parois à la fois en été, en fois en hiver, et garder l'inertie dont j'avais besoin en été. Donc un compromis qui respecte le bâti ancien, puisque je reste sur un monomur où tous les phénomènes de condensation, les phénomènes de remontée capillaire sont gérés par capillarité. Oui. Je suis ouvert à la capillarité à l'intérieur comme à l'extérieur. Il me reste la finition à faire à l'extérieur du bâtiment, mais celle-ci, elle peut attendre parce que le mur est protégé, la toiture est faite. Donc bon, quand j'aurai retrouvé des sous, je pourrai faire la finition extérieure, qui est purement esthétique et qui n'a pas de technique ni d'isolation, ni... Et qui ne rentrait pas dans l'objectif d'un an de travaux maxi que tu t'étais donné, puisque ça peut se décaler. Oui, donc en fait, l'enduit chaud-chanvre est vraiment très bien adapté au mur ancien. Alors tu parlais d'hygroscopie, est-ce que tu peux préciser un peu ce que ça veut dire? Eh bien, c'est que si c'est trop humide dans ma maison, le mur va automatiquement le récupérer. Ouais. Donc ça, c'est vraiment très très intéressant. Si c'est trop sec dans ma maison, le mur va me le rendre. Ouais, il y a une gestion de l'humidité en rapport avec la pièce qui se fait super bien. Tout à fait. Entre la pièce et l'enduit, entre l'enduit et le mur aussi. D'ailleurs, on le voit, j'ai un capteur de CO2 et d'humidité. Et on voit qu'en fait, on est toujours entre 50 et 57% d'humidité. Et c'est extrêmement rare que ça passe au-dessus ou en dessous. Ouais. Et ce, toute l'année. Donc cet enduit, c'est ce qu'on voit derrière nous, en fait. Donc là, c'est la version de l'enduit, on va dire, brut, parce que pour l'instant, tu n'as pas mis d'enduit de finition. C'est pour le timing. En fait, le problème de ces enduits, c'est le phasage de chantier, et notamment le temps de séchage. Ouais. Et donc, du coup, ici, j'ai une épaisseur d'isolant qui est créée par le béton de chanvre. Le lambda n'est pas très bon. Par contre, il amène d'autres qualités. Surtout, il permet de faire un support d'enduit. Ensuite, je mets l'enduit dessus, et cet enduit, il fait 2 cm. Il demanderait une couche de finition. Mais cette couche de finition, ça voudrait dire revenir derrière, finir le séchage, repasser une couche, refaire du temps de séchage, et ça passait pas dans mon planning. Ouais, ça prenait trop de temps. Ouais. Et ceci dit, le rendu est quand même correct. Alors par contre, on voit apparaître quelques fissures que l'enduit de finition recouvrirait. Exactement. Donc, et puis ça m'a demandé beaucoup de travail, moi, sur le séchage de cette première couche d'enduit, parce qu'au fur et à mesure que les fissures apparaissent, on les rebouche à la taloche. Donc c'est un boulot quotidien de 1 heure ou 2, et qui dure autour de 2 semaines. Et du coup, en termes de confort, toi tu le vis comment? Alors moi je vis bien parce que je suis assez rustique, donc le confort pour moi il est beaucoup lié aux gens qui m'entourent plus que la qualité de mon bâti. Ouais, c'est vrai que c'est l'essentiel. Ma femme le vit extrêmement bien et elle est beaucoup plus sensible à ça, elle est assez frileuse. Et oui, on a habité dans 3 habitations différentes avant, de typologies complètement différentes, et on n'a jamais été aussi bien ici. Oui. Le gros agrément, c'est d'abord d'être cohérent. C'est-à-dire qu'ici, j'ai pas une très très grande performance thermique, par contre, j'ai un confort ressenti qui est très très bon grâce à cet enduit terre et à ce béton de chanvre. Oui. Je l'ai allié avec des vitrages que j'ai passés en triple vitrage, qui du point de vue de la performance thermique sont peut-être un peu un luxe, mais par contre me donnent un très bon confort de paroi ressenti. Là on voit ce vitrage qui est derrière nous, il fait quasiment 6 mètres carrés, et en hiver il est à 18 degrés. Ce qui fait qu'on est dans cette ambiance feutrée, avec un rayonnement qui est super intéressant. J'ai allié ça avec un parquet. Puisque j'ai de l'inertie dans mes murs, j'ai pas besoin de ramener de l'inertie dans ma chape. Et le parquet bois, il sera très confortable
l'hiver notamment. Oui. C'est un matériau chaud, et donc avec des enfants qui se baladent souvent par terre, cet ensemble enduit-terre sur les murs qui m'amène l'inertie, parquet qui me permet d'avoir de l'effusivité sur des matériaux avec lesquels on est en contact, parce qu'on est souvent pieds nus ou à pied, enfin c'est vraiment, on est rarement contre un mur, alors qu'on est tout le temps sur le sol. C'est ça. Et ce vitrage qui amène cette cohérence, j'arrive à avoir des besoins de chauffe qui à mon avis sont diminués, ou en tout cas le besoin de consigne de chauffe, de remonter la consigne ou de démarrer le moment de chauffe et de le reprendre sont plus éloignés. Oui, en fait, tu as misé complètement sur la stratégie d'éviter la paroi froide. Donc l'enduit de chaud-chanvre gère ça au niveau des murs, le triple vitrage gère ça au niveau des fenêtres, le bois au niveau du sol. C'est un peu plus compliqué que ça parce que la paroi froide, c'est un allié en été, pour du confort. Oui. Donc il faut trouver toujours les bons compromis. Ouais. C'est assez facile en fait de travailler très au sud ou de travailler très au nord. Ouais. Si je veux faire un chalet à 1400 mètres d'altitude, je vais faire du bois, je vais travailler énormément sur l'effusivité des matériaux plutôt légers, et le confort, je vais l'avoir sur un confort d'hiver. Ouais. Par contre, en confort d'été, j'aurais envie de mettre du carrelage partout, pour faire l'extrême. Ouais, c'est ça. Donc là, tu le gères, tu as une autre stratégie, qui va en complément l'été. Qui est liée à un climat tempéré, où je peux avoir du -5 en hiver, et puis du 40, peut-être 45 en été. Ouais. Donc il faut travailler sur les deux. Ok, donc c'est intéressant. Du coup, est-ce que tu pourrais nous parler de la stratégie de confort d'été ici? Alors la stratégie de confort d'été, donc je l'ai dit, j'ai d'abord de l'inertie disponible. Ouais. De l'inertie disponible, ça veut dire des surfaces en contact avec l'air ambiant qui sont lourdes. Donc ici, c'est mes enduits-terre. Ouais. Ensuite, je vais avoir une stratégie d'occultation. Donc là, on ne le voit pas, mais ce grand vitrage, il est orienté sud-ouest. Donc c'est beaucoup d'apport solaire. Endroit très stratégique l'été où il faut s'en protéger. Voilà. C'est très très dur. Et du coup, j'ai un storban qui fait quasiment 4 mètres qui va me protéger systématiquement cette baie tout l'été. Ok. Et comme je suis dans un pays de vent, ce storban, il est arrimé avec 2 câbles pour éviter de s'envoler dès qu'il y a un coup de vent. Ce qui fait que j'ai une vraie protection. J'ai 2 ouvertures qui sont sud-est et sud-ouest sur lesquelles j'ai des petits stores tissus pour amener une occultation au soleil. Ensuite, j'allie ça avec une surventilation nocturne. Donc cette baie vitrée est équipée d'un ouvrant assez classique. Cet ouvrant, je le coince en position ouverte en été, la nuit, et je le remplace par un cadre tout bête, c'est un cadre en bois avec un filet dessus. Ouais. C'est pas une moustiquaire, c'est un filet pour que l'air passe facilement. Simplement, ça évite qu'on ait des guêpes, des papillons, des souris qui rentrent ou des chats qui rentrent pendant la nuit. Et en fait, en traversant au nord, dans une partie qui est constamment à l'ombre, j'ai une ouverture qui ne sert qu'à ça. Elle n'a aucun usage en termes de luminosité dans une pièce. Par contre, c'est une fenêtre qui doit faire un bon mètre carré. Et celle-ci, elle est occupée à demeure par un filet. Ce qui fait que quand j'ai du courant d'air, je ne fais que l'ouvrir. Et puis le courant d'air se fait naturellement. Je renouvelle l'air facilement. Et surtout, je vais déstocker la chaleur que j'ai mis dans les murs enduits. Et les quelques périodes caniculaires où il y a 27 degrés à 22 heures et pas du tout d'air qui circule, j'ai un ventilateur que je mets devant cette fenêtre, que je minute, avec la petite rosace en 24 heures, là. Et je lui demande de démarrer en gros à 1h du matin et à s'arrêter à 8h du matin. Ce qui fait que la période où je peux avoir un peu de rafraîchissement, je booste ma surventilation nocturne pour arriver à déstocker au maximum et à revenir le matin, tout fermé quand le soleil arrive, et à conserver, en gros, nous, ça fait 3 étés assez caniculaires. Les 3 dernières années, elles ont été assez violentes dans le secteur. Ouais. Et on n'a jamais dépassé les 27 degrés dans la maison. Ah oui, ce qui est plutôt très bon résultat. Confortable. Ouais. Ce qui est plutôt confortable. Ok. Donc, la stratégie confort d'été, elle est multiple. Des murs avec un fort déphasage. Donc ici, c'était pas le sujet. À l'origine, on était déjà bien. Oui. De l'inertie répartie, de la protection solaire, et puis de la surventilation nocturne. Ok. Et du coup, je reviens maintenant à la partie hiver. Quelles sont tes consommations? Alors, donc là, on peut dire que tu chauffes avec un poêle de masse. Qu'est-ce que tu consommes à peu près au quotidien? Alors, je ne me rends pas bien compte de la
quantité que je consomme et on a un effet rebond. Le fameux effet rebond, c'est que moi je paye pas le bois puisque je suis charpentier, que j'ai un poêle de masse et que le poêle de masse il accepte très bien le bois résineux. Ouais. Donc je brûle que du résineux. C'est un poêle de masse qui fait 8 kW, qui est le meilleur ami de la famille, on l'appelle calcifère, il fait partie de la famille et je pense qu'en hiver, quand je dis il fait partie de la famille, c'est vraiment, on l'aime beaucoup. Et puis il est au centre de la maison. Il a plusieurs fonctions. Bon, d'abord, c'est notre meilleur ami. Ensuite, je peux faire de la cuisine dedans. Ok. Donc je cuisine pas mal. Il est en face, je le mettrai en photo sur le montage. Il y a un four. J'ai un petit four, je sèche les fruits dedans, sur la partie haute qui est à basse température. Je fais des pièces de viande ou des tagines végétariens, cuisson lente pendant 5, 6, 10 heures, 14 heures dans le foyer. Ouais. Je fais des pizzas, je fais du pain. Et ce poêle, il fait aussi l'eau chaude. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mon système d'eau chaude sanitaire, il est alimenté par du solaire thermique et par le poêle de masse. J'ai plus d'apport électrique. Ok. Oui, donc en fait, le poêle fonctionne l'hiver pour chauffer l'eau et puis l'été, bien sûr, on ne va pas mettre le poêle en route. Donc c'est là où le soleil est à son plein pour pouvoir en profiter. Quoi. Et du coup, vu qu'il fait aussi l'eau chaude, il a une bonne partie de son rendement qui part dans le ballon d'eau chaude plutôt que de partir en rayonnement. Et oui, de fait, ça chauffe de l'eau, donc ça chauffe moins la pièce. Ouais. Et donc, compte tenu de ce contexte, je chauffe avec une douzaine de kilos de bois résineux par chauffe. Donc, ça peut être le matin ou le soir. Ok. Et dans 2-3 semaines par an, les périodes les plus froides, je fais 2 chauffes par jour. Ok. Et on commence à chauffer, je pense en octobre, et on arrête de chauffer fin février, quoi. Ok. En sachant que je commence en octobre, pas parce que j'ai besoin de chauffage, mais parce que j'ai besoin d'eau chaude. Ah oui, c'est ça qui est déclencheur. C'est ça qui est déclencheur. Et donc en gros, les 12 kilos de bois, ça correspond au remplissage dans le poêle. Il y a un panier, standard. Le poêle de masse fonctionne comme ça. Il faut remplir le panier et puis après ça chauffe. Ça va stocker pour toute la journée. Et il y a des périodes où je mets moins de bois. Si j'ai besoin de moins de chauffage, je mettrai 5 Ah oui, on peut en mettre moins. Ouais. Okay. Et je fais mon réglage comme ça. Le gros avantage, c'est qu'au lieu d'avoir un poêle dans lequel je mets 15 kg de bois et qui chauffe très fort la pièce de vie, là, je vais avoir un poêle, je vais mettre 15 kg le matin et je vais avoir du rayonnement toute la journée. Donc je vais même chauffer les pièces qui sont un peu loin par convection, à condition de laisser les portes ouvertes. Ouais. Du coup, j'ai des chambres qui sont assez éloignées, on est sur un plein pied qui est assez étalé, et les chambres, elles descendent à 18-19 grand max. Ok. Et donc là, il y a 120 mètres carrés habitables, et c'est ton seul système de chauffage? C'est le seul système de chauffage. Ma fille, grandissant, c'est l'adolescence qui prend le dessus, commence à dire peut-être c'est un peu frais. Donc c'est possible qu'on lui installe un petit radiateur électrique pour compléter, quoi. Oui, puis elle a sa chambre qui est plein nord. À la diagonale opposée. Extrême. Voilà. Donc, avec 2 murs déperditifs, contrairement à sa sœur qui n'en a qu'un seul. Ouais, ok. Donc comme quoi, finalement, là on est dans une maison qui n'a pas un isolant standard. Mais on va jouer sur autre chose que purement la température de l'air. C'est bien la preuve, si ça fonctionne, qu'il n'y a pas que la température de l'air qui compte, c'est aussi la température des parois, le taux d'humidité qui là est naturellement régulé. Le ressenti qui fait qu'on déclenche le besoin de chauffage plus tard. Ouais. Parce que si on est bien en termes de ressenti, l'envie de faire un feu, il arrive à d'autres moments, un peu plus tard dans la saison. Ouais, et donc tout ça, ça fait que dans ces circonstances, avec juste un poêle de masse, en fait, ça fonctionne bien. Et on est dans une maison confortable été comme hiver. Et une très bonne étanchéité à l'air. Ça, on ne l'a pas dit, mais... Ah oui, une des clés de base. Oui. Et en rénovation, il y a plein de sujets à traiter, mais ça ne sert à rien d'isoler un bâtiment si on ne sait pas le rendre étanche à l'air. Donc ici, il y a un très gros travail sur l'étanchéité à l'air. Et là, l'étanchéité à l'air est gérée en grande partie par l'enduit. Alors, c'est une multistratégie, c'est compliqué en rénovation et c'est compliqué avec les enduits d'avoir une très bonne étanchéité à l'air, donc il faut choisir ses combats. Ouais. Il faut choisir l'endroit où on va faire notre étanchéité à l'air, donc est-ce que c'est le mur existant, est-ce que c'est l'enduit qu'on va remettre à nouveau?
Ici, c'est l'enduit qu'on a remis à neuf qui fait l'étanchéité à l'air. Et donc, ça demande beaucoup de mise en œuvre de dispositifs, de trames. Oui, autour des menuiseries. Ouais. En plafond, au sol. Donc, il y a un très gros travail de préparation avant de faire le béton de chanvre et de faire les enduits. Ouais. Pour avoir cette étanchéité à l'air qui rend le bâtiment réellement confortable. Parce que si ça ventile tout le temps, ça ne marchera pas aussi bien. Et oui, le problème d'un bâtiment qui a plein de fuites d'air, c'est qu'en fait, il va être surventilé, il ne va pas être ventilé aux bons endroits, au final, on y perd, quoi. En fait, l'étanchéité à l'air, c'est souvent un des premiers sujets à travailler quand on veut de la performance et du confort thermique. Les fonctions de l'étanchéité à l'air, elles sont nombreuses, hein. La première, c'est que c'est réglementairement obligatoire sur du bâtiment neuf. La deuxième, c'est que c'est potentiellement de la gestion des transferts de vapeur d'eau, donc ça limite les pathologies, ce qui n'est pas négligeable. La troisième, c'est que ça nous apporte de l'acoustique. Parce que là, on se plaint ici parce qu'on n'entend pas les oiseaux. Ouais. Il y a plein d'oiseaux tout le tour du bâtiment, mais si on n'ouvre pas une fenêtre, on ne les entendra pas. Ouais. Aussi parce qu'on a une bonne étanchéité à l'air. Donc ici, c'est gênant, mais si on est au bord d'une route, si on n'a pas travaillé l'étanchéité à l'air, on n'aura pas une bonne acoustique. Ouais. Ensuite, il y a tout ce qui est qualité de l'air intérieur. Si on a une ventilation mécanique, que ce soit une double flux ou une simple flux, si on n'a pas une bonne étanchéité à l'air, ce n'est pas notre réseau qui va travailler la qualité de l'air, c'est les défauts et le temps qu'il fait dehors qui fait qu'on aura une bonne qualité d'air ou pas. Ou alors on va se retrouver à s'être payé un système de double flux qui marchera à 60% de son rendement alors qu'il était prévu pour tourner à 90%. Donc on a fait un investissement qui n'apporte pas ce qu'on attendait. Et donc on voit que sur l'étanchéité à l'air, il y a énormément de sujets. Et j'en ai encore oublié un, c'est la performance thermique. Ouais. Garder l'air qu'on a chauffé dans le bâtiment. Ouais. Vous voyez, juste sur l'étanchéité à l'air, il y a déjà un paquet de trucs sur lesquels on peut bouger. Donc moi, quand j'attaque une rénovation, je commence toujours par dire qu'est-ce qu'on peut améliorer en termes d'étanchéité à l'air. Si je ne sais pas réellement améliorer cette étanchéité à l'air, je ne vais pas chercher à réellement isoler. Ouais. Ça serait comme mettre un gros pull en plein hiver. Alors qu'on est exposé au vent. Ouais. Le pull, il n'a aucun intérêt. Ouais. Il faut d'abord en mettre un kawaii. Et un kawaii, ça va transpirer et compagnie. Donc il faut mettre un produit plutôt Gore-Tex. Ouais. Donc il faut commencer par l'étanchéité à l'air. Ensuite, l'isolation. La bonne isolation au bon endroit, etc. Ouais. Et puis ne pas négliger, si on n'isole pas l'intérieur, qu'il nous faut de l'inertie pour le confort d'été. Toujours à faire de compromis. Ok. Bon, très bien. Eh ben, merci pour ce partage d'expérience. Alors, dans cette maison, il y a aussi d'autres sujets qui seraient intéressants de développer. Je pense notamment il y a un système de phytoépuration, puisqu'on n'est pas raccordé à l'égout. On a un système de toilettes sèches. Toilettes sèches. Alors, ça fera peut-être l'objet de prochaines vidéos. Je garde l'idée en tête. Ouais. En tout cas, merci pour déjà ce premier échange. Est-ce que tu veux rajouter un petit mot pour la fin? Non. Pas comme ça, j'aurais plein de choses à raconter, mais tu auras l'occasion de faire d'autres vidéos. C'est ça. Bon, eh ben, merci beaucoup. Voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.